tout le temps écrit depuis très jeune, enfin, de la poésie, des histoires. Mais c'est vrai que la musique m'a permis de... j'avais besoin de la scène, en fait. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus pour cette rencontre très spéciale avec Marie Modiano. Merci beaucoup Marie. Merci. Avec Peter Von Paul, merci Peter. Rencontre très spéciale, pourquoi? Parce que Marie et Peter vont répondre un petit peu à nos questions et à vos questions tout à l'heure, mais aussi parce qu'ils vont nous interpréter en petit bonus de cette rencontre, deux ou voire trois peut-être si on a été très sages. Chansons ou poèmes chantés, on verra tout à l'heure, ce sera la surprise. Donc, en tout cas, Peter, on t'a entendu préparer ta guitare, préparer ton harmonica, et c'est vrai que d'un coup, bon, c'est une question un peu inévitable et qui va vite devenir insupportable d'ailleurs, mais c'est vrai que de ne pas avoir touché en public à ces instruments pendant longtemps, tu me disais, et Marie aussi, tu me disais que ça faisait vraiment très plaisir de s'y remettre. Vraiment, ça fait très plaisir. Et moi, je me rends compte que ça ne m'est pas arrivé depuis que j'avais mon premier groupe de rock à 12 ans, que je n'ai pas joué pendant une si longue période. Donc, je suis ravi d'être ici ce soir avec vous. Et aussi, j'imagine, Oui, c'est très... hier, c'était la première fois justement qu'on a chanté, parce que tous les concerts étaient par Zoom, ou voilà, par l'Internet, ça passait par l'Internet. Et hier, c'est la première fois qu'on a chanté devant des gens. Donc aujourd'hui, ce sera la deuxième fois. Et c'est vrai que c'est une émotion particulière, même de revoir des gens et de pouvoir partager... notre passion en vrai. Parce que c'est pas tout à fait pareil quand même quand tu... Ouais, j'avoue que j'étais si ému que j'ai carrément perdu la voix hier. Alors, ce soir, je suis tout à fait rodé, donc ça n'arrivera pas. Et ce confinement, vous l'avez vécu comme une occasion un peu de ressourcement, de travail intense, créatif, ou bien sur un mode plus mélancolique et pas renfermé? Tellement mélancolique en fait pour nous. À partir du moment où on savait que nous on avait l'instinct assez tôt que ça allait durer longtemps, donc on s'est mis assez vite. Après, entre toutes les tâches, comme on a des enfants, entre l'école à la maison, enfin comme tout le monde, on a réussi quand même à bien travailler, puisque toi, tu as carrément fait un album pendant la période de confinement. Donc, Oui, tout à fait. J'avais réussi à très vite me mettre à faire un nouveau disque qui est sorti hier, d'ailleurs, tout juste. Qui s'appelle Vous allez pouvoir signer, que tu vas pouvoir signer tout à l'heure et que vous pourrez découvrir. Alors, je vous représente pour ceux qui éventuellement ne savent pas trop qui vous êtes, ce qui m'étonnerait puisque vous êtes tous là des fans, mais je vous représente rapidement voilà, votre parcours. Donc Marie, toi tu as grandi donc à Paris, tu as été baignée dans un univers à la fois littéraire et musical. Stevie Wonder, Otis Redding, Nina Simone, Bob Dylan, Tom Waits. Je cite quelques références avec lesquelles je pense que tu seras d'accord. Ton premier disque sort en 2006, I'm Not a Rose, et ton second album, Outland, sort en 2008. Peter, tu as grandi à Malmö, en Suède. Tu es connu en France notamment pour ta chanson culte qui a fait le tour du monde, The Story of the Impossible, si je ne me trompe pas. Vous vous rencontrez à Berlin en 2005 et vous entamez une collaboration musicale très riche, tout en continuant aussi de créer des albums en solo, des livres aussi, romans et poèmes que tu écris, Marie. Donc rapidement, pour certains, ça dira quelque chose. Pauvre chanson, Nest and Sound, Upsilon Scorpi, Ram on a Flag, Espérance mathématique.
Et puis des performances musicales aussi sur les chemins de Patti Smith à la Philharmonie. Et récemment, le plus récent, c'était Songs from the Other Side au Centre Pompidou. Alors, bon revenons, Marie, à ton parcours. Est-ce que, au fond, la musique a été pour toi un moyen de t'échapper un peu de la littérature pour t'y réinstaller à tes conditions? Je pense, enfin, c'est assez tardivement qu'on s'aperçoit en fait sur le moment on fait des choses. Moi, j'ai tout le temps écrit depuis très jeune, enfin, de la poésie, des histoires. Mais c'est vrai que la musique m'a permis j'avais besoin de la scène, en fait. Ça, j'ai commencé par faire des études d'art dramatique et puis très vite, je me suis rendu compte que j'ai commencé à travailler très jeune, que ça ne me suffisait pas parce que c'est un métier où on attend. Quand on est comédien, j'avais besoin d'utiliser mes mots, mon univers. Et donc, grâce à la musique, je pouvais retrouver ce que j'aimais sur scène, la performance et ce que n'offre pas juste l'écriture. Donc c'est né vraiment progressivement d'improvisation au piano sur des poèmes, et puis après c'est devenu des chansons, et puis après ça n'a cessé de se développer en musique. Et peut-être en effet au bout d'un moment j'étais assez sûre de moi pour pouvoir faire un retour à l'écriture en publiant d'abord des recueils de poèmes, et puis après un premier roman, et puis après un deuxième roman. Mais c'était peut-être le fait aussi d'avoir un père qui est connu en tant que romancier. Peut-être je voulais faire mon propre chemin avant d'oser prendre cette voie-là, parce que c'était peut-être... j'ai beaucoup... comment dire, je voulais pas en fait, et puis après finalement c'est au bout d'un moment j'ai arrêté de lutter et j'ai accepté que c'était aussi ce que je devais faire, donc c'est venu vraiment progressivement. Et toi, Peter, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu t'es inscrit dans cette vie musicale que tu vis aujourd'hui, et quels ont été un peu tes jalons de musicien et aussi tes influences? Alors oui, j'ai commencé à faire la musique, je pense comme beaucoup d'autres adolescents en Suède à cette époque-là, en jouant dans un groupe de rock. C'est la vérité. En vrai, c'était un peu pour des enfants un peu de classe moyenne, filles ou garçons d'ailleurs. Il y avait un peu trois choix d'activités après l'école: hockey sur glace, football ou la musique. Comme je n'étais pas très doué dans les deux premières disciplines, je jouais dans un groupe de rock comme voilà, un tiers des gamins suédois à cette époque. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui il y a tant la Suède, c'est encore le troisième exportateur de musique dans le monde pour un pays de 10 millions d'habitants à peine. Ça vient vraiment de ça, parce que c'était quelque chose qui était encouragé par l'État, c'était financé par l'État, et on pouvait apprendre un instrument, c'était payé par l'État, et c'était vraiment recommandé. Donc moi je venais de ça, d'un groupe de rock, et à un moment donné c'est un peu c'est devenu un métier un peu comme ça, en glissant sur un pot de banane, et je suis voilà, c'est ce que je fais encore aujourd'hui. Et sur un peu tes influences musicales, qui sont les musiciens qui ont compté un peu pour toi dans ce parcours? Moi, je crois que j'ai toujours été très, très inspiré d'abord par les
par les grands comment dire, songwriters, des gens, des vrais, ceux qui écrivaient des chansons. Tout à l'heure, voilà, aussi les références de Marie, je pense que ça ira assez bien pour moi aussi, de Dylan à Leonard Cohen, tous ces aux Beatles, tous ces, voilà, ces rois et reines de ce petit format de 3 minutes 30 à peu près, couplet, refrain, avec un pont éventuellement, si c'est sophistiqué. Mais voilà. Et Patti Smith aussi, puisqu'elle elle figure dans un titre de ce spectacle. Oui, alors, pour être vraiment honnête, c'était un peu un hasard. Je peux maintenant dire la vérité, parce qu'il y a prescription, c'était il y a 6 ans. En fait, on avait monté tout un spectacle, composé des chansons, écrit des poèmes. On travaillait avec aussi un plasticien qui était aussi violoncelliste sur scène, Jason Glazer. Et parallèlement, j'avais une demande du Marathon des mots, qui est un festival à Toulouse, de faire une lecture de textes de Patti Smith. Donc j'avais accepté. Après, il s'était rendu compte qu'en fait, c'était impossible, qu'elle ne faisait jamais ça, ne laissait jamais personne lire ses textes. Et entre-temps, le spectacle avait été vendu à la Philharmonie, partout. Et donc, ça porte le titre Sur les chemins de Patti Smith. Alors, on a essayé après de l'incorporer dans son univers, c'est-à-dire en fait les poètes qu'elle cite, qu'elle se plaît à citer, comme Baudelaire, Rimbaud. Mais donc on a en fait, disons que c'est une figure qui a peut-être inspiré de loin le spectacle, mais ça n'a pas. Ça a été l'excuse pour nous de créer vraiment une. D'ailleurs, c'est souvent comme ça les spectacles. En fait, ça part d'une idée et puis après, on arrive dans d'autres paysages, dans d'autres territoires et après, donc elle a entendu parler de ce spectacle, donc elle était très enthousiaste, mais nous, on n'osait pas lui dire qu'en fait, il n'y avait pas de reprise ou de chanson d'elle. Voilà, c'était vraiment très, très librement inspiré d'elle. Mais vous l'avez rencontrée, finalement Après, dans d'autres circonstances, voilà. On l'a rencontrée, pas pendant le spectacle, elle était aux États-Unis, mais il y a son manager qui lui faisait à l'époque le Zoom... voilà, qui lui présentait le spectacle à travers différents, voilà, son téléphone. Mais on l'a rencontrée 1 an ou 2 ans plus tard, et elle était très, très jeune. Enfin, elle a dit qu'on était comme ses enfants. Voilà. Donc, elle était gentille, mais c'est vrai que c'était très, très. Elle disait que pas qu'on était comme ses enfants, elle disait elle était nos enfants. Elle était nos enfants. Non, nous étions ses enfants. Oui, voilà. Que nous étions ses enfants. Oui, excusez-moi. C'est pas pareil. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ce soit Patti Smith ou d'autres, comme Songs from the Other Side qu'on a fait à Beaubourg l'année dernière, de partir en fait d'un point, et c'est ça qui est fascinant, et justement avec à la fois le texte comme les poèmes et la musique, d'arriver à créer vraiment quelque chose de particulier et d'original. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais au-delà, c'est vrai que cette référence à Patti Smith n'est pas innocente non plus, parce que Patti Smith est donc la chanteuse bien connue, mais aussi elle est à part entière maintenant un écrivain, enfin depuis toujours d'ailleurs. Et donc il y a, comme chez toi, par exemple, Marie, en Espagne, ça nous faisait rire parce qu'à chaque fois il y avait marqué la Patti Smith francesa. Et donc oui, je pense qu'il y a un parallèle. Le fait, il y a certaines, comme c'est une femme aussi, mais il y a beaucoup d'hommes qui en femmes, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, des musiciennes qui écrivent aussi. Donc, en tout cas, c'est tout à fait... Une fois, d'ailleurs, elle a dit quelque chose qui m'a interpellée et que je ressens aussi, qu'elle avait besoin des deux, de l'écriture pour la forme introspective, de rentrer en soi, mais de la scène aussi pour le côté physique. Et c'est vrai que moi, je m'imagine mal ne pas avoir l'un ou l'autre, parce qu'on a besoin aussi, quand on fait de la scène, de ce rapport physique, que ce soit pour réciter des poèmes ou pour interpréter des chansons, que l'écriture n'offre pas. Alors, est-ce qu'on ne ferait pas une première pause musicale Oui. Alors,
On vous écoute. L'occasion de dire deux petits poèmes très courts. Alors, le premier, je vais le lire sans musique. Et Peter va me rejoindre. Où est mon pays ? Derrière le rideau solitaire se tient un enfant immobile. Un quai de gare, un horizon, les départs que tu redoutes, les retours que tu attends. Les grelons des saisons que tu n'effleures qu'à moitié sur le bitume de la capitale. Même les rangées d'immeubles hors des champs magnétiques te font perdre la tête. Arrête-toi un instant, souviens-toi de la plaine infinie, de la caresse d'une mère et des moments heureux. Cours, cours toujours dans la même direction. Là se trouve le pays d'où tu viens. J'ai eu 5 ans il y a 2 jours, c'est le début du mois de septembre. Assise avec mes parents à la terrasse du café Le Jouffroy, un vieux monsieur passe devant nous, mes parents se lèvent en hâte et m'entraînent avec eux pour le suivre. Rue Ampère, avenue de Villiers, rue de Prony, parc Monceau. Graham Greene. Il est grand, élégant, et vu ma petite taille, il faut courir très vite pour ne pas le perdre de vue. Graham Greene. Sans savoir qui il est, je l'admire déjà. Graham Greene. Graham Greene. C'est le monsieur très grand que j'aime bien suivre avec mes parents dans les rues du quartier. J'ai beaucoup de poèmes assez, assez longs et un peu mélancoliques. Et comme c'est la première fois qu'on sort depuis longtemps, on n'a que prévu des choses assez joyeuses aujourd'hui pour oublier tout ce qu'on vient de vivre, ces longs mois d'isolement. Alors, ce qu'on aimerait, je pense, vous, enfin moi en tout cas, bien savoir, c'est un peu comment vous travaillez ensemble, comment se fait un peu la fabrique de ces morceaux, de ces spectacles, puisque c'est à la fois pas seulement des morceaux, mais ça peut être aussi des spectacles, qui lance l'idée, qui amène la musique, les mots, comment ça se passe ? On s'est rendu compte, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans, qu'on a la chance d'avoir des bons caractères. Donc, en fait, c'est rarement la question qui fait quoi. Même parfois, on se rappelle plus très bien qui a fait quoi. Mais il y a quand même, c'est assez, on sait nos parties. Enfin, moi, c'est évidemment l'écriture et aussi la musique, enfin, la composition de musique de chansons. Mais uniquement de chansons. Par exemple, quand on a fait ce recueil-là, on l'a mis en musique, on en a fait un album. Moi, c'était vraiment, là, c'était très clair. C'était juste, moi, les textes, et Peter a écrit la musique comme une bande originale, un peu. À chaque poème, un thème particulier. Donc, ça, c'est
pour le recueil de poèmes, mais sinon pour les albums, on a plein de méthodes différentes. On aime bien aussi co-composer les musiques. Parfois, je chante une mélodie ou je montre au piano, puis après, on la retravaille ensemble. Enfin, il y a plein de méthodes différentes. C'est vrai que Espérance mathématique et l'album dont tu parles, Marie, où justement ce qui était particulier, c'était que c'était vraiment les poèmes mis en musique comme voilà, d'une forme spoken word. Moi, j'avais déjà fait ça il y a des années auparavant avec Michel Houellebecq. C'était un peu le premier en France, le premier projet où j'étais vraiment beaucoup impliqué. On avait fait une tournée de assez longtemps, d'un an, après ce disque qui s'appelait Présence humaine. Et j'étais très content de revenir à cette format de spoken word. C'est assez magique comme forme. Et cette mélancolie dont tu parlais, Marie, elle est commune à tous les deux, un peu dans les thèmes, la résonance un peu générale des morceaux. Est-ce que tu dirais qu'on est mélancolique? Il y a un fond mélancolique, c'est vrai, dans beaucoup de textes, mais en même temps, c'est plutôt plus que de la mélancolie, c'est... Alors, j'ai eu souvent des colloques avec des poètes beaucoup plus âgés que moi. C'est-à-dire que la poésie, je trouve ça... là, heureusement, il se passe pas mal de choses très intéressantes en poésie actuellement, mais ça n'a pas beaucoup... disons que le public, ça ne l'intéressait pas depuis les poètes qu'on connaît, Prévert parce que aussi il y avait quelque chose de très hermétique en fait, et je pense que pas sur tout ce que j'écris, mais j'aime bien aussi qu'il y ait une forme ou d'émotion ou d'humour et quelque chose où il y a un vrai partage avec le public, comme les chansons et la poésie. Alors parfois, j'ai eu un moment d'ailleurs très marrant où j'étais au Centre national du livre avec des, je ne les citerai pas, des poètes beaucoup plus âgés que moi et parfois il y a un sérieux qui va avec la poésie qui est parfois, pas nécessaire en fait. On peut écrire des très bons poèmes sans ce sérieux et je pense que c'est pour ça que le public, alors qu'avant c'était quelque chose de très important la poésie était quelque chose d'accessible. Au fur et à mesure des années, des décennies, c'est devenu quand les gens entendent poésie, ils imaginent quelque chose de très ennuyeux, mais pourquoi en fin de compte? Et ça peut être quelque chose de très vivant, quelque chose en musique, quelque chose qui est de l'ordre du partage, qui peut faire venir des rires, des larmes. Et c'est bizarre, chez les anglo-saxons, ou même en Allemagne, il y a toute une scène poétique assez vivante, qui commence un peu maintenant, ça commence à bouger et à se dépoussiérer un peu de toute cette chose sérieuse que doit être la poésie, et pas forcément en fait. Et du coup, les spectacles aussi, notamment le dernier, c'est aussi une manière d'aller un peu vers le public, ou de dire au public venez, c'est de la poésie, mais c'est aussi autre chose, c'est pas que de la poésie, c'est aussi des images, de la musique. Voilà, de la musique. Là, on avait composé les chansons ensemble, mais pareil, tout ce qui est juste musical, tu l'as un peu imaginé comme une bande originale de film aussi, un peu. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites ça, c'est une chanson, ça, c'est un poème. Par exemple, est-ce que Peter, tu vas dire à Marie, non, ça, on ne va pas y mettre de la musique, c'est un poème? Ou bien, comment ça se fait? Quand est-ce que vous décidez que tel texte va être plus poème ou plus chanson?
Je pense que tu sauras mieux répondre à ça. Question difficile. Que moi. Mais tu disais quelque chose qui est assez juste. C'est que tu as dit ça, que la poésie, c'est une musique sourde. Et je ne sais pas comment tu le disais. Parfois, quand un texte, quand je ressens que il y a déjà, j'entends une musique très forte qui est sourde, qui est silencieuse. Parfois, c'est pas que la chanson, c'est les mauvais textes qui ont besoin d'être habillés, mais parfois un texte en lui-même portera une mélodie et peut-être ce sera un peu superflu de rajouter en plus, de tout d'un coup élever la voix et le chanter. Mais de plus en plus, en fait, à chaque fois, Peter il dit « Mais tu veux pas me faire une partie parlée ?» Pendant ça, lui, il me pousse beaucoup. Alors là, on se rapproche plus, peut-être ce qui viendra prochainement, en fait, que ça pourrait passer de la chanson au texte sans presque qu'on s'en rende compte. Je crois qu'il y a quelque chose avec les mots et la musique, un peu comme avec l'image et la musique, qu'il y a soit les mots et la musique, qui se mettent ensemble, la musique devient meilleure et les mots deviennent meilleurs. Il y a une sorte de magie qui se crée, pareil que l'image, quand la musique rencontre les images, soit ça devient voilà, quelque chose, ça améliore les deux, ou c'est pas le cas. Il y a quelque chose presque binaire dans ça, je trouve, quand les mots marchent pas avec la musique, c'est évident, et on le sent tout de suite. On peut pas dire, moi je n'arrive pas à dire pourquoi, mais c'est juste ça sonne pas. Et je crois que c'est assez mystérieux comment ça fonctionne. Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Voilà, soit ça marche ou ça marche pas. Et c'est parfois. Est-ce que vous ne craignez pas que ce soit un peu parfois expérimental, ce mélange, parce que finalement tout est assez formaté et donc il y a peu de gens qui osent. Mélanger les images, la musique, les poèmes non chantés, c'est assez rare au fond. Donc, est-ce que ça vous fait pas un peu peur ou au contraire, ça vous attire? Après, on est des bons élèves, donc il sort des albums normaux. Enfin, on se lance pas tout le temps dans ce genre d'aventure, mais quand on a fait donc c'était en 2011 qu'on a commencé voilà, c'était la première fois où on faisait quelque chose d'un peu différent que juste les albums qu'on avait fait, qui étaient voilà des albums normaux avec des concerts normaux. Où on joue l'un avec l'autre et on chante comme des concerts normaux, mais en même temps, c'est ça qui est bien aussi de pouvoir expérimenter des nouvelles choses et on s'est rendu compte avec les poèmes, même justement, on a pas mal tourné à l'étranger, que même quand les gens ne comprenaient absolument rien, il y avait quand même une voix et il y avait quelque chose qui se passait et c'était surtout aussi le fait justement dans le monde d'avant ou d'aujourd'hui, où je ne sais pas comment le monde sera après tout ce qu'on a vécu, mais en tout cas c'était déjà pour la musique compliqué, des coups, tout et le fait de ramener à rien, un peu comme voilà, comme juste une guitare, une voix. Moi, j'avais aussi un petit clavier. Et d'arriver à créer un monde avec justement des images et avec rien. C'était aussi ça notre volonté, c'était d'arriver à créer quelque chose, d'emmener les gens très loin, mais avec rien. Après, on a eu plus de moyens, les choses à Beaubourg, les vidéos, mais c'est ça, peut-être parfois, qui manque puisque parfois, quand il y a juste la racine des choses aussi, on peut emporter les gens plus loin si on est bon et si on arrive à le faire bien. Et ça, c'était intéressant de pouvoir tourner un peu partout en Europe avec rien, en lisant des poèmes en français, en jouant, et d'arriver à attraper les gens. Donc, mais après, on fait des concerts normaux aussi.
parce que c'est bien d'alterner aussi, de ne pas faire que des... Voilà, mais là, il y a encore des projets, un peu d'expérimentation. C'est aussi ça, quand on est artiste, on a envie d'essayer des nouvelles choses. Et Peter, tu as aussi travaillé dans le cinéma, tu as fait des musiques de films. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce travail-là? C'est un travail qui rejoint, qui est proche de ce que vous faites tous les deux, ou c'est différent? Alors, je dirais que peut-être la grande différence, peut-être que quand je travaille pour les autres, qui est vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, peut-être la vraie différence, et si c'est le cinéma ou la danse ou autre, c'est que je peux me glisser peut-être dans le monde de la personne avec qui je collabore, ou peut-être glisser peut-être plus dans la vision du monde, un peu comme je suis un peu un touriste dans le siège de passager de cet artiste. Et peut-être c'est ça la différence quand on travaille quand c'est ses propres chansons, notre monde. On a, en fait, on est un peu dans le siège de conducteur, et c'est ça peut-être voilà, ces petits 30 centimètres, c'est ça qui change en fait pas mal la donne de justement cette voilà finalement la vision du monde, D'ailleurs, cette position, elle est assez agréable d'être pas forcément au volant, comme Peter m'accompagne souvent sur des concerts que je donne où je chante juste mes chansons. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'accompagner juste en étant un peu dans l'ombre, en étant son clavier. C'est aussi agréable parfois de ne pas être... autant c'est agréable de créer des choses, et on apprécie chacun aussi le fait d'être un peu... faire partie d'un projet sans forcément être sur le devant de la scène. Tu voulais... Non, j'allais dire justement que c'est aussi peut-être je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, que quand ça fait sens, et quand l'assemblage et rendre la musique sur un film, si la musique, quand on regarde les images avec la musique, si les images sont plus intéressantes, sont tout simplement meilleures, là ça fait sens. Et autrement, on n'a pas besoin de la musique, parce que finalement, je crois que aussi le son, la musique ou le son, tout simplement, c'est aussi comment dire, ça a une grande force de narration, et peut-être encore plus que plus fort qu'on pense, parce qu'on ne le voit pas sur un film, et je pense que c'est là aussi la vraie force de la musique aussi, pour lequel moi je suis assez prudent à vouloir déjà de mettre la musique sur des images, parce que souvent on n'a pas besoin, et je pense que c'est pareil pour les mots. Un texte n'a pas forcément besoin d'une musique pour l'accompagner. Tu n'as pas une vision hollywoodienne du cinéma. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson va être plutôt en anglais ou plutôt en français? Alors, moi je crois qu'il y a quelque chose... Peter, il n'a jamais voulu, à part des duos qu'on a fait, faire des chansons alors qu'il parle parfaitement français. Lui, il n'aime pas chanter en français. Je trouve que ça sonne pas. Quand je n'arrive pas à le faire. Et je pense que c'est... encore une fois, c'est vraiment ma théorie de dessous, 3 francs, je ne sais pas comment dire, mais quelqu'un qui connaît la domaine pourrait plus te dire. C'est aussi une sorte de logique. Les chansons et la musique, et les chansons sont forcément, sont étroitement liées à une langue. Au départ, les chansons, c'était des moyens de communication. Et je pense que chaque musique, chaque tradition musicale est liée à sa langue. Et je pense que c'est pour ça aussi que certaines musiques
C'est pas un hasard pourquoi dans chaque culture musicale, tradition musicale, la musique est un peu différente. La musique française traditionnellement est pas pareille que la musique suédoise traditionnellement. Je pense que c'est un lien avec la langue, et c'est pour ça aussi que c'est parfois compliqué dans une langue, adapter à une sorte de tradition musicale. Je ne sais pas, je dis un truc, n'importe quoi, le rock anglais en français, c'est pas un exercice évident. Le Sex Pistols en français, ça rend pas la même chose. Et toi, Marie? Après, moi, j'ai d'abord, parce que j'étais plus bercée, à part vraiment les chanteurs à texte comme Charles Trenet, que j'adore, Aznavour, vraiment les chanteurs à texte. Moi, ma culture, disons, ce que j'ai écouté enfant, c'était vraiment de la musique que de la musique anglo-saxonne. Donc c'était compliqué pour moi quand j'ai commencé. Et j'écrivais beaucoup, j'habitais en Angleterre, j'écrivais des poèmes en anglais, j'étais imbibée de la langue anglaise. Alors peut-être inconsciemment, c'était un moyen de m'échapper. C'est ce que beaucoup de personnes ont dit quand j'ai sorti mon premier album. Moi, je crois que naïvement, je faisais ce qui était en moi, ce que je portais en moi. Et ça aurait été très compliqué j'étais pas encore assez mûre dans mon travail d'écriture pour être capable d'écrire une chanson en français. Il fallait que ça passe par déjà faire la musique que j'aime, et donc pour moi c'était toutes les références qui ont été citées plus tôt, et après au fur et à mesure des années, à force d'avoir écrit des poèmes, ça aussi ça m'a beaucoup libéré l'espérance mathématique, parce que j'ai pu jouer avec faire un peu danser les mots en français. Et je crois que c'est à partir de là, je me suis dit, mais quand même, je peux essayer de faire sonner le français comme je voudrais le faire sonner. Et c'est à partir de là que ça a libéré beaucoup de choses. Et maintenant, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à chanter en français, à écrire avec un style sans que ce soit ni rock, ni jazz, j'essaye d'être à la frontière de plein de styles de musique que j'aime. Mais en effet, c'est une langue, je pense, qui est pas... D'ailleurs, beaucoup de chanteurs aujourd'hui, ils sont obligés de prendre un accent. C'est une langue qui est un peu plate, donc il faut l'avoir en bouche, et c'est pas évident. C'est pas une langue si facile à chanter. Et tu penses qu'on peut faire passer des choses, des sentiments, des émotions différentes Oui. en français et en anglais, et lesquelles, si c'est possible, de les identifier? Après, moi, le français est ma langue maternelle, donc ça touche forcément des choses plus... que ce soit des chansons très rythmées ou des ballades. C'est sa langue maternelle, la langue qu'on porte en soi, qu'on a entendu enfant, c'est unique. Donc parfois c'est pour ça que c'est facile aussi de s'en échapper, de chanter en anglais. J'aime bien chanter en italien aussi, parce que c'est moins chargé, donc parfois on peut même être plus léger ou plus s'évader de soi-même. Et comme c'est vrai que moi j'ai souvent tendance à ce côté très assez, pas sombre, mais assez imbibé de bleu, disons, quand j'écris des textes. L'anglais aussi, ça m'a permis, ou l'italien, qu'on a chanté récemment, ça permet aussi de s'échapper de la langue de l'enfance, des mots qu'on a répétés. Les mots ont plus de poids, j'ai l'impression, dans la langue. Et en même temps, c'est ça qui est beau, et c'est ça qui amène une profondeur particulière. En plus, j'aime bien chercher toutes les formes pour le phrasé du français. Non, pour moi, j'apprécie beaucoup de chanter en français. Et c'est un peu grâce à Peter qui m'a... Je pense que c'est grâce à la poésie, en fait. Peter, tu peux dire quelques mots peut-être de ce nouvel album qui sort demain? Qui est sorti hier. Qui est sorti hier, pardon. Oui, je voulais juste dire une chose par rapport justement, ce qui est intéressant, ce que tu disais, Marie, par rapport à la langue. Moi, j'écris des paroles en anglais qui est
Tu chantes pas en suédois, d'ailleurs. Tu chantes pas en suédois, toi. Et je pense que je parle pas mal de langues. Je triche en pas mal de langues. Je parle aucune vraiment bien. Mais l'anglais, c'est une langue que j'utilise au quotidien. Mais c'est, comme tu dis, c'est pas ma langue maternelle. Et je pense que ça permet justement une sorte de petite comme un petit de jeu de séduction avec des mots qui par exemple, à travers des expressions, des mots que je ne connais pas, que je découvre. Par exemple, sur cet album qui s'appelle Memories from en vrai, il s'appelle Memories from Saint-Forger, parce que j'avais écrit cet album et l'ai enregistré à Saint-Forger, dans la vallée de Chevreuse. Et en anglais, Saint-Forger, ça devient Memories from Saint Forget. Et ça sonnait bien, donc voilà. Et ça permet, en beaucoup de mes chansons, j'utilise un peu cette méthode-là. Ça m'inspire, je trouve ça excitant quand je découvre des mots, des expressions. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Monkey's Wedding, le mariage du singe. Cette expression que je ne connaissais pas, on était ensemble en Australie pour un concert. Commençait à pleuvoir, donc le soleil, le grand soleil commence à pleuvoir, et le technicien parlait de Monkey's Wedding, je ne comprenais pas, et en fait c'est une expression pour dire qu'il pleut et le soleil brille. Apparemment, il y a une expression en français qui veut dire la même chose que le diable marie sa fille. Ah, tu connaissais? Moi je connais Vashti Pis, mais je ne sais pas. Donc c'est curieux. Là, le singe, c'est ça, le mariage du singe? Oui, c'est ça, le mariage du singe. Je trouve peut-être plus sympathique que le diable, mais c'est plus doux comme image. Mais je pense que c'est beaucoup comme ça que peut-être justement la chance que ça ne soit pas ma langue maternelle. Parmi ces jeux. Oui, souvent, parce que j'ai aussi écrit des paroles pour Peter, enfin sur son deuxième album, je crois. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'amuse en anglais de traduire des expressions françaises. Donc il y avait eu des critiques anglaises qui disaient, mais elles sont très surprenantes. C'est pas, parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même des expressions qui peuvent être traduites, mais qui donnent quelque chose de marrant. Par exemple, l'expression, j'avais un ami américain, et ça le faisait beaucoup rire, elle n'a pas inventé la poudre. Mais en anglais, voilà, il y a toutes ces expressions qui peuvent être traduites, qui sont marrants. Et c'est vrai que parfois, le fait de plonger dans une autre langue, enfin, lui, il parle toutes les langues couramment, allemand, mais ça permet comme plonger découvrir un nouveau pays, en fait. Donc. Mais justement, mon deuxième album, ça m'avait beaucoup aidé que Marie écrive les paroles de ce disque, parce que quand j'étais sorti de mon premier album solo, qui était une sorte de fouille archéologique, fouille archéolo-musicale, justement peut-être aussi de mes souvenirs d'enfance, justement un lien avec d'où je viens, la Suède, mon pays, etc. Et je pense que j'avais un peu les mots et les textes avaient beaucoup aidé à trouver une couleur musicale. C'était qui avait une influence sur les arrangements, des choix d'instruments, etc. Et après, pour ce deuxième disque, je savais pas, je pensais que j'allais écrire les mêmes textes et faire exactement la même chanson. Donc pour m'échapper de moi-même, c'était une façon formidable que Marie proposait d'autres mots et donc d'autres sons, d'autres instruments, d'autres chansons. Alors on va peut-être vous proposer de poser des questions directement si vous le souhaitez, Peter et Marie, si vous avez des choses à demander. Ou bien, oui. Merci. Bonjour
à tous les trois. Et je suis vraiment très contente de vous voir en vrai. J'aime beaucoup votre travail, à tous les deux. Et j'ai une question pour vous, Marie, qui était de savoir, j'ai lu pas mal, enfin, j'ai lu vos romans et vos recueils de poèmes. J'aimerais savoir comment vous écrivez. Est-ce que c'est sous le feu de l'inspiration? Est-ce que vous avez des habitudes? Est-ce que c'est, par exemple, je sais pas, une heure tous les jours ou tous les matins au lever du soleil? Enfin, je sais pas, je me demandais comment vous écrivez. Et est-ce que vous écrivez différemment vos poèmes et vos romans? Oui, parce que en fait, déjà depuis que j'ai commencé à écrire, maintenant j'avais un enfant, maintenant deux, donc mon temps de travail et voilà, je peux plus écrire dans la nuit ou quand j'ai écrit le recueil de poèmes, j'étais enceinte, donc je pouvais me lever la nuit et écrire. Et puis après, au fur et à mesure, voilà, la vie m'a mené vers un emploi du temps plus normal, je dirais. Mais alors, c'est une question intéressante parce que souvent je me suis demandé, parce que j'ai écrit 2 romans, là j'en ai écrit un 3e qui sortira en janvier, je me dis mais pourquoi en fait c'est comme si j'étais obligée de les écrire parce que honnêtement je n'ai aucun plaisir d'écrire des romans, mais je sais pas, c'est comme si je devais le faire. Alors j'aime écrire des chansons, j'aime écrire des poèmes, et alors peut-être aussi le roman me plonge tellement en face de moi-même, dans la solitude, il faut être, comment dire, un peu voilà, comme un coureur de longue haleine. Donc une chanson ou un poème, même un long poème, ce sera terminé en plus long, en quelques jours. Et le roman, faut tenir, faut avoir du souffle. Et alors je me demande, c'est un mystère, et en même temps, après, c'est comme ça s'imposait à moi. C'est vraiment pas un choix. Et donc j'écris différemment, et j'écris toujours en fait là où j'ai un peu, où mon esprit est un peu plus clair, après le déjeuner, je me mets pendant quelques heures et je peux pas je peux pas écrire très longtemps. Encore si pour les poèmes, je peux passer, parce que c'est un plaisir, donc je passe des heures pour les premiers jets, disons, de romans, je suis très régulière, mais je peux pas tenir 6 heures d'affilée du tout à chaque fois. D'ailleurs, j'admire les gens qui disent qu'ils peuvent passer 10 heures à écrire. Moi, c'est très, très... Je plonge dans de l'eau froide, je m'y mets, et après, je me mets... Vraiment, je me fixe même un temps, parfois même sur mon cahier, j'écris tout à la main. Donc, je me fixe même jusqu'où je dois aller. Enfin, c'est très méthodique, comme je suis, et voilà. Après, j'exagère quand je dis que j'ai aucun plaisir pour les romans, parce qu'en même temps, je ne suis pas obligée de le faire, mais c'est quelque chose qui est plus douloureux, je dirais, alors que la poésie ou les chansons, pour moi, ce n'est que du plaisir. Madame, oui. Bonjour. En vous écoutant, j'ai eu l'impression que vous étiez au carrefour de plusieurs arts, et aussi plusieurs cultures, plusieurs territoires, et que c'était toute cette richesse qui vous inspirait. Et voilà, je voulais savoir si vous aviez pensé à travailler aussi avec des artistes qui venaient d'ailleurs, qui venaient d'autres pays, d'autres arts. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Toi, tu l'as fait avec la danse quand même. Peter, il a pu collaborer avec les danseurs. Oui. C'est vrai que j'ai eu la chance de faire travailler sur plusieurs spectacles de danse. C'est vrai que c'est à chaque fois un vrai privilège, je trouve, de participer à encore une fois, avoir la possibilité de faire partie aussi justement de dans la vision du monde, dans la vision artistique d'une autre personne, d'un autre pays ou des rencontres. Pays, et c'est très intéressant ce que vous dites, parce que justement pendant cette période de non-vie, en fait, de non-rencontre, de non-voyage, parce que nous on voyage beaucoup aussi pour faire des concerts,
en fait, Peter, lui, il a pu travailler, mais moi, en fait, heureusement, j'avais écrit mon livre. Enfin, je finissais, donc après, ça a été plus un travail de correction, mais j'étais incapable de composer le moindre chanson. Je me suis forcée, donc, mais moi, c'est l'ailleurs aussi qui m'inspire, les rencontres, et en effet, des musiques, enfin, même les musiques. Souvent, on écoute un instrument ou une musique d'autres pays et on se dit, ah tiens, on devrait faire quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est bien quand c'est ouvert et de pouvoir collaborer justement avec des gens qui sont complètement d'un autre... souvent, en France, on allait... Mais ils ne voulaient pas faire des duos avec des... Mais ce qui est bien aussi, c'est d'aller voir un peu plus loin et de pouvoir... rencontrer justement un autre style de musique, d'autres gens. Après, c'est très bien aussi de collaborer avec des gens ici, mais c'est ce qu'on aime faire aussi. Moi, je pense que c'était pour ça que j'avais le premier choix que j'étais parti de mon pays natal, disons, sans mes parents. J'avais 16 ans, j'étais en Autriche à l'école et je n'ai pas cessé de partir justement ailleurs et de vivre dans d'autres pays. Venezuela, il a beaucoup collaboré avec des musiciens vénézuéliens. Oui. Donc il y a quand même ce goût de l'ailleurs. C'est peut-être pour ça aussi qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à Berlin et souvent on en a parlé d'avoir l'impression de se sentir bien en fait partout. Enfin, on est très adaptable en fait. Dans tous les pays, on s'adapte assez vite et peut-être aussi c'est à l'autre côté de jamais se sentir vraiment chez soi et de se sentir bien partout. Donc on collabore avec beaucoup de gens dans pas mal de pays. Alors on va peut-être faire cette deuxième pause musicale qu'on avait promise au début, si on a encore quelques minutes, oui je pense, à moins que quelqu'un ait encore une autre question avant de... Non, alors... Si, non. Alors on a fait le choix parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce que... Bon, on a tellement de duos, donc on voulait finir encore une fois sur une note assez joyeuse. Et comme c'est un festival littéraire qu'on est un peu... en bordure, enfin on n'est pas des auteurs purs peut-être, on voulait faire une reprise d'un prix Nobel qui s'appelle Bob Dylan. Et tout à l'heure, je vous disais justement, qui est quand même le prix Nobel de littérature est important, il l'a eu, et cette chanson s'appelle I'll Be Your Baby Tonight. Vous verrez, les paroles sont assez légères et très simples, et c'est pour rejoindre un peu ce que je disais tout à l'heure, qu'on peut écrire de très bons textes, mais très simples aussi, et très légers. Voilà, merci beaucoup. I'll be your baby tonight. Et d'ailleurs, il a fêté ses 80 ans. Non. Close your eyes, close the door. You don't have to worry anymore. I'll be your baby tonight. Shut the light, shut the shade. You don't have to be afraid. I'll be your baby tonight. Well, that mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. That big fat moon is gonna shine like a spoon. But we're gonna let it. You won't forget it. Kick your shoes off.
do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. C'est un festival littéraire, mais ils vont nous entendre là-bas. Merci à Didier Jacob. Là, on applaudit. Merci Marie, merci Peter. Merci à Peter Van Paul. Et merci à vous. Et merci à Marie Modiano. Well, that mockingbird's gonna sail away. We're gonna forget it. The big fat moon is gonna shine like a spoon, but we're gonna let it. You won't forget it. Kick your shoes off. Do not fear. Bring that bottle over here. I'll be your baby tonight. I'll be your baby tonight. I'll be your baby tonight. Merci beaucoup, merci Marie Merci à Modiano, merci Peter Van Paul et merci d'être venu pour cette rencontre donc très spéciale comme on a pu le voir. Et à bientôt, merci. Et on va signer des disques et des livres. Je ne sais pas où c'est d'ailleurs, mais ça doit être à l'entrée. Voilà.